Donc, bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce premier webinaire dédié au service générateur en Bretagne. Donc, juste d'un point de vue logistique, j'avais activé le micro. Finalement, je les ai réactivés, donc je pense bien à couper votre micro pendant la présentation. Si vous avez des questions, vous avez normalement l'onglet Q et R en haut pour poser des questions. Les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre pendant cette heure de présentation pourront être consignées et pour y apporter des réponses rapidement. Le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez revisionner et le relayer auprès des personnes qui n'auraient pas pu être présentes et le revisionner. Donc, désolé, petit problème de micro, je vais changer de matériel. La qualité est meilleure. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux? Ok, très bien. Désolé. Oui, c'est mieux. Très bien. L'onglet questions-réponses pour poser vos questions. Et vous avez aussi la possibilité de lever la main pour, si vous voulez réagir à l'oral. Donc pour commencer, donc comme je disais, c'est le premier webinaire d'un cycle de 5 rendez-vous qui vont nous amener jusqu'à la fin d'année. Ce premier webinaire est dédié à la présentation générale du dispositif et on continuera avec 2 autres points sur les filières, la filière éolienne avec France Énergie Éolienne et la filière solaire avec Atlansun. Et enfin, les 4e et 5e webinaires seront dédiés à des retours d'expérience. Donc voilà, je suis en train de caler les derniers points pour les interventions. Mais l'idée, c'est de rentrer aussi dans le concret des sujets au travers de retours d'expérience de porteurs de projets. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les principes et le fonctionnement du service générateur en Bretagne, la présentation des partenaires et faire un focus sur l'implication des collectivités dans le développement de projets, la chronologie des projets, et on pourra échanger là-dessus en fin de webinaire. Donc pour commencer, donc les générateurs, c'est un programme national qui a été lancé par l'ADEME en 2022. Aujourd'hui, on a 9 régions françaises qui sont couvertes, avec la Réunion et la Guyane aussi qui ont rejoint le mouvement. Et donc voilà, ça fait depuis début 2022 que les équipes se mettent en place, notamment en Bretagne. L'objectif, il y en a plusieurs, donc c'est le premier d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités en matière d'éolien et de photovoltaïque. On est bien sur ces 2 filières, toute gamme de puissance confondue. De permettre l'émergence de projets en phase avec les ambitions locales, vraiment de prendre en compte ce qui existe au niveau local, les dynamiques.
et de pouvoir s'adapter en fait à comment le territoire veut traiter ces questions du développement de l'éolien et du photovoltaïque. L'idée, c'est aussi, à l'échelle de la Bretagne, de créer une dynamique entre différents partenaires. On va le voir plus tard, il y a pas mal de monde autour de la table. L'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau régional qui puisse accompagner les collectivités, faire du retour d'expérience et partager une dynamique commune. L'idée aussi, c'est de faire le lien avec le réseau national qui est animé par Respul et Amorce. Donc voilà, il y a des rendez-vous réguliers entre les conseillers et conseillères pour capitaliser, pour monter en compétences, avec un cycle de formation aussi qui est prévu. Et donc en Bretagne, opérationnellement, ça se décline. S'il vous plaît, si vous pensez bien à couper vos micros. Je ne sais pas qui a un micro ouvert. Merci. Donc opérationnellement en Bretagne, il y a 8 structures qui sont engagées dans le projet. Donc dans ces 8 structures, je ne compte pas l'ADEME et la région qui sont les partenaires financeurs principaux du programme. En termes de partenaires opérationnels, la coordination et l'animation régionale est portée par Brezalec, donc, dont je suis le référent. Les missions de conseil et d'animation locale sont portées par les membres du pôle énergie Bretagne, PEP Brez, qui sont composés donc des 4 SDE et de Brest Métropole. Et enfin, on a des partenaires associés qui sont plus sur des thématiques plus précises, donc Atlansun pour la filière solaire, France Renouvelable, qui est ex-France Énergie Éolienne, représentant des opérateurs éoliens en France, et Taranis pour le volet énergie citoyenne. Donc voilà aujourd'hui comment s'organise le réseau de conseil au niveau régional, avec donc une personne référente par département, plus Brest Métropole, et donc moi-même en tant qu'animation et coordination régionale. Ce qu'on peut faire, c'est je peux laisser la main aux conseillers qui sont présents aujourd'hui pour juste se présenter et comme ça, voilà, vous pourrez identifier plus facilement les différents interlocuteurs. Alors, je commence par... Je vous laisse la main, celui qui veut prendre la main. Et comme ça, je vois pour la logistique à côté. Je prends la main du coup. Grégory. Ouais, salut Julien. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Grégory Caron, générateur et donc conseiller en énergie renouvelable sur le département d'Ille-et-Vilaine. Voilà, bienvenue. Eh ben, je continue. Du coup, Mathilde Franet, enchantée, donc fléchée générateur pour le département du Morbihan. Et je fais le lien du coup avec mon collègue Antoine Hervaux, qui lui est chargé d'études et qui va être plutôt dans l'accompagnement technique, et moi sur la partie planification et animation. Un peu plus à l'ouest, donc Nicolas Lebert. Ouais. Donc moi je suis générateur au sein du SDEF pour le département du Finistère, donc hors Brest Métropole. J'interviens dans ce secteur depuis un peu plus d'1 an. Ok, du coup, je vois que Rachel, du coup, pour le 22, devait être là. Elle a des difficultés de connexion. Est-ce que parmi les conseillers, là, quelqu'un pourrait lui envoyer le lien de connexion? En fait, Cécile Laquibigo du SDE 22, elle a des problèmes de connexion, pas juste pour le webinaire. En fait, c'est plus général. Donc, ok. Bah, du coup, si je te laisse... Donc, c'est Rachel Jonas qui est la référente pour les Côtes d'Armor et qui est accompagnée aussi de
collègues pour la partie opérationnelle pour l'étude de projet. Donc Rachel est plutôt en premier niveau de conseil et d'accompagnement. Et du coup, du côté de Brest Métropole, aujourd'hui, on n'a personne. Voilà, il y a eu quelques mouvements de personnel, donc il y a peut-être une mise à jour là à faire au niveau des conseils. Mais tout le reste reste valable. Et à noter aussi s'il y a des questions plus sur l'organisation, sur voilà, l'organisation générale du programme générateur. Moi, je suis joignable bon, à mon adresse aussi que vous avez peut-être eu avec l'invitation ou avec générateur@bresalec.fr. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail des missions des générateurs, le service est vraiment tourné vers la phase d'émergence des projets. Donc la phase d'émergence, on entend vraiment quand l'idée vient, et là il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être une dynamique comment dire, d'opérateurs privés qui prospectent le territoire. Ça peut être les élus d'une collectivité qui veulent prendre en main la question. Ça peut être un collectif citoyen qui se manifeste et qui veut lancer quelque chose. Voilà, l'idée c'est d'intervenir à cette phase-là. Les autres phases dont on ne va pas traiter aujourd'hui, c'est donc le développement. À partir du moment où on commence à faire vraiment des études un peu plus approfondies pour la faisabilité du projet, jusqu'à obtenir finalement les autorisations d'exploitation. La phase de construction, où là, bon, on va faire un dessin, hein, c'est la phase de comment dire, de construction du projet, à la fois, enfin jusqu'à la mise en service. Et enfin l'exploitation, qui peut déboucher derrière sur soit un démantèlement ou un repowering quand on parle d'éolien, ou alors la cession des comment dire, des panneaux solaires pour le photovoltaïque. C'est et éventuellement en fait les générateurs peuvent quand même parler de justement le remplacement des machines, puisque finalement après on retourne en phase d'émergence. Donc voilà, la phase d'émergence, grosso modo, c'est pourquoi développer les énergies renouvelables, donc apporter ces éléments-là. Ma commune souhaite développer des projets photovoltaïques et éoliens. Je suis sollicité par des développeurs, j'ai besoin de modèles de projets émergents. On parle d'agrivoltaïsme, de photovoltaïque flottant. Je dois faire face aux réticences sur mon territoire. Quand il y a déjà des projets qui sont engagés, même s'ils ne sont pas forcément à des étapes très poussées, il peut déjà y avoir des craintes. Ça dépend des filières, mais sur l'éolien, on voit beaucoup ça. Et finalement, les générateurs peuvent être là aussi pour apporter un regard extérieur et essayer de démêler le vrai du faux pour appréhender ces projets. Et donc derrière, ce qui va être apporté, c'est de l'information du conseil sur des aspects techniques, réglementaires, juridiques, financiers, la sensibilisation à la fois, enfin, en priorité vers les élus et les agents des collectivités, mais ça peut être aussi vers des riverains d'un projet ou des notions plus grand public. Avoir une vision aussi sur les retours d'expérience pour mettre en contact des élus qui se posent des questions et des élus qui ont déjà fait, avoir des témoignages, des visites de sites. Et enfin, orienter les acteurs pour aller plus loin vers les bons interlocuteurs, notamment pour entrer dans la phase de développement. Le rôle des générateurs, c'est d'apporter toutes les informations, tous les conseils pour aider la collectivité à se positionner sur les projets. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des différents niveaux que peut prendre
l'implication de la collectivité. Le premier niveau, ça va être les porteurs privés sont les acteurs principaux. Donc c'est finalement ce qu'on rencontre le plus souvent, notamment sur le développement éolien. Donc en termes d'implication, la collectivité ici remplit ses obligations réglementaires qui peuvent être la planification territoriale, la délivrance d'autorisations d'urbanisme pour une certaine partie des projets. Et une application un peu plus grande peut être de participer et de faciliter le processus de concertation et de communication sur le projet vers ses administrés, mais un niveau d'implication assez faible dans la vie du projet. La collectivité, dans ce cadre-là, ne participe pas au financement du projet dans le capital, ne porte pas de risque pour le développement. La gouvernance est unilatérale. Là, c'est l'opérateur privé qui mène sa barque, plus ou moins en lien avec la collectivité. Et donc, la collectivité n'a pas de pouvoir décisionnel sur la vie du projet. Et en termes de bénéfices financiers et territoriaux, là, la collectivité peut bénéficier d'une part des recettes fiscales et d'éventuels loyers si le foncier lui appartient. Mais les retombées directes économiques du projet issu de la vente de l'énergie ne lui reviennent pas. Le deuxième niveau, c'est le niveau du co-développement, un niveau intermédiaire où partenaires privés, publics et ou citoyens s'associent pour développer un projet. Donc là, en termes d'implication, la collectivité prend part au développement, elle a voix au chapitre, elle apporte une partie des compétences nécessaires et là, il y a une implication plus forte des élus, à la fois et de la collectivité, à la fois sur l'organisation, mais aussi en termes d'implication politique. En termes de risque, la collectivité participe au financement du projet, donc porte une partie du risque. Là, après, il y a différents niveaux, mais dans ces configurations de co-développement, un des intérêts, c'est que le risque lié au développement est partagé entre les co-développeurs ou ne repose pas sur une seule entité. Mais le risque existe quand même. En termes de gouvernance, là, on est sur des modèles de gouvernance partagée, où la collectivité participe à la prise de décision et peut influer sur les arbitrages stratégiques de la vie du projet. Donc là, c'est pareil, ça va, même si on peut décorréler apport en capital et gouvernance sur certains projets, le niveau d'implication, enfin le niveau de poids dans la gouvernance va être assez fluctuant. L'idée, c'est au moins d'avoir une minorité de blocage pour vraiment avoir une influence sur les décisions stratégiques. Et enfin, en termes de bénéfices financiers et territoriaux, donc là, on a toujours la fiscalité et les éventuels loyers qui reviennent à la collectivité. Mais en plus, en apportant du capital, les bénéfices liés à l'activité du projet reviennent en partie aussi à la collectivité. En plus, bon, là du coup, en ayant du poids dans la gouvernance, on peut aussi orienter le recours à des prestataires locaux qui permettent aussi indirectement d'avoir des retours sur le territoire. Et là-dessus, il y a une étude d'énergie partagée qui dit que pour 1 euro investi dans des projets avec une gouvernance partagée ou avec une gouvernance territoriale, c'est 2,5 euros qui reviennent au territoire, donc au moins départemental, voire limitrophe du projet. Et enfin, le niveau 3, le niveau le plus engageant pour la collectivité, c'est celui où la collectivité maîtrise totalement le projet. Donc là, un niveau d'implication maximum des élus et des équipes qui portent le projet. Donc ça ne veut pas dire qu'on
ils font tout, puisque les prestataires peuvent être appelés, mais le portage politique et technique reste quand même du ressort de la collectivité. Au niveau du risque, là, il est maximum, puisque le financement repose essentiellement enfin, uniquement sur le- la collectivité. En termes de gouvernance, là, la collectivité est seule à la prise de décision. Et au niveau des bénéfices financiers et territoriaux, ils reviennent entièrement à la collectivité. Donc ce genre de schéma de projet ne s'adapte pas forcément à des projets, comment dire, des grands projets qui nécessitent quand même des compétences assez poussées. Mais sur des projets projets en toiture sur du photovoltaïque, c'est des choses qui peuvent se rencontrer. Et juste pour revenir en arrière sur le niveau 2, la collectivité n'est pas forcément en direct dans ces projets-là. Une des solutions aussi, c'est qu'il y ait un intermédiaire, comme par exemple les SEM départementales ou locales, ou des sociétés publiques ou majoritairement publiques au niveau local. Donc là, la collectivité n'est pas directement impliquée, mais un intermédiaire et les intérêts territoriaux sont quand même défendus. Donc voilà pour l'essentiel de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la présentation globale des générateurs. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des apports à formuler? Je regarde s'il y a des questions qui ont été posées. Ouais, Audrey. Oui, éventuellement sur la dernière partie, bénéfices financiers et territoriaux, peut-être le préciser pour le niveau 1, 2 et 3, le mettre plus clairement peut-être sur les. Enfin, tu l'as évoqué sur le niveau 2. Ouais. Niveau 1, enfin, Alors, niveau 1, finalement, les bénéfices financiers, quand ce sont des opérateurs privés qui ont porté tout l'actionnariat, tous les bénéfices financiers liés à la vente de l'énergie vont leur revenir. Après, il y a des politiques différentes suivant les opérateurs, mais bien souvent, ne sont pas forcément des acteurs locaux. Donc, donc il y en a pas, enfin, outre enfin, peut-être leur préciser quels peuvent être ces bénéfices ou pas, quoi, ou s'il n'y en a pas. et ben, en fait, les bénéfices, ça va être des dividendes liés à l'activité de la société. Après, ce qu'on peut dire sur des niveaux où la collectivité est partie prenante dans les projets, c'est que les recettes liées à l'activité de l'exploitation peuvent être réinjectées soit dans d'autres projets, soit pour financer d'autres actions sur notamment la maîtrise de la demande en énergie, sur la sensibilisation. Voilà, donc en plus des capacités à faire vivre et à apporter de l'activité aux, comment dire, aux entreprises qui peuvent participer en tant que prestataires à la construction ou l'exploitation des projets, c'est aussi des retombées directes dans les caisses de la collectivité pour comment dire, pour continuer en fait, pour avoir des ressources pour la transition énergétique locale. Après, ces niveaux-là, forcément, il y a un niveau de risque et d'implication qui est plus fort. Donc, il y a un besoin de formation des élus et des équipes techniques. Mais là-dessus, aujourd'hui, on a de la matière, on a de l'ingénierie pour accompagner aussi ces projets-là. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci.
Alors, il y a une question de la DTTM sur le rôle des générateurs dans la mise en œuvre des zones d'accélération ENR. Donc ça, au niveau national, on en a discuté avec le réseau là dont je parlais tout à l'heure. Le rôle des générateurs va être d'être des personnes ressources pour les communes et les EPCI, non pas pour faire à la place d'eux, pour la définition et des zones d'accélération, mais plutôt sur le plan de la méthodologie, sur le plan de l'accès aux outils. Aujourd'hui, la tâche est vraiment très grande et les moyens sont très limités, notamment pour les générateurs, puisque il y a quand même assez peu de monde en face. Donc l'idée, c'est plus voilà, d'être en facilitateur et de connaître les outils qui sont disponibles pour conseiller les collectivités là-dessus. Mais on peut difficilement aller plus loin pour la définition de ces zones. Et donc voilà, je ne sais pas si un des conseillers présents qui a déjà peut-être été sollicité là-dessus peut apporter un témoignage. Mais le rôle reste quand même limité par rapport à la tâche qu'il y a à faire. Ouais, on parle bien des zones d'accélération là, hein. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, je peux. Donc Nicolas Lebert du Finistère. Alors nous, on est pas mal contacté par des EPCI au sujet des zones d'accélération. Alors en effet, le positionnement des conseillers générateurs est un peu flou étant donné que la DGEC et l'ADEME ne donnent pas forcément la même information sur l'accompagnement à fournir dans le cadre de la définition de ces zones d'accélération. Nous, on fait un accompagnement. En effet, on va pas réaliser le travail à la place des communes. Cependant, on a prévu d'organiser des temps d'échange entre PCI pour partager les méthodologies d'élaboration des zones d'accélération et d'accompagner les EPCI quand ils ont des demandes en fait sur les méthodologies de travail. Via le syndicat, donc pas forcément via la mission générateur, on va également fournir des cartographies qui seront un peu complémentaires de celles qui existent déjà via le portail CEREMA. Mais via la mission générateur, on est vraiment sur la réponse aux interrogations que peuvent avoir les chargés de mission des EPCI. On va pas faire le travail pour les communes a priori. Non, c'est pas effectivement, c'est les directives qu'on a pu avoir du niveau national sont plutôt de se concentrer sur l'émergence des projets plutôt que sur ces questions de planification. Mais effectivement, il faut quand même avoir des réponses s'il y a des questions à ce niveau-là. Il y avait une remarque aussi tout à l'heure sur ne pas confondre agrivoltaïsme et photovoltaïque compatible avec l'activité agricole. Est-ce que Madame Sauret, vous voulez développer ce point? Oui, donc j'avais fait un petit mot puisque tout à l'heure sur la diapo, vous ne parliez que d'agrivoltaïsme. Vous conseillez les collectivités sur l'agrivoltaïsme et vous ne parliez pas du tout des activités des centrales au sol, en clair, compatibles avec les activités agricoles. Or, ce sont bien deux choses complètement différentes, hein. Il ne faut surtout pas parler d'agrivoltaïsme en parlant de centrales au sol qui sont sur peut-être des terrains agricoles, mais dans ces cas-là, il faut démontrer la compatibilité avec l'activité agricole. L'agrivoltaïsme doit, en tant que tel, doit apporter un bénéfice à l'exploitation agricole directement concernée. Donc, c'est une nuance très importante, y compris la définition des zones d'accélération. D'accord.
Alors personnellement, c'est vrai que j'avais pas forcément cette nuance. Donc, Mais, si vous regardez par exemple l'article 54 de la loi d'accélération, donc qui distingue bien entre agrivoltaïsme d'une part et activités compatibles avec les activités agricoles d'autre part. Et d'ailleurs, le document cadre qui doit être produit par proposé par chaque chambre d'agriculture à son préfet portera sur les activités compatibles avec les activités agricoles, mais ne portera pas sur l'agrivoltaïsme. Et donc, ce sera sur des terrains incultes ou inexploités depuis un certain temps. Article 54. Et puisque j'ai la parole et en complément de ce que disait Nicolas Lebert tout à l'heure, donc le travail qui est fait par le générateur d'accompagnement auprès de certaines collectivités ou communes ou EPCI, c'est un travail complémentaire en fait de ce qui est déjà fait aussi par ailleurs par la DTTM. Et donc on a appris par les collectivités que le SDEF, donc le syndicat d'énergie du Finistère, avait transmis un courrier visiblement aux EPCI pour proposer son aide. Voilà. Donc la DTTM n'était pas en copie cependant. Oui, on a transmis un courrier tout à fait. Je ne sais pas exactement à qui il a été transmis à part les EPCI. Pas sûr qu'il. Il serait peut-être bien qu'on échange directement aussi. N'hésitez pas à m'appeler ou à passer parce qu'on n'est pas très loin. Ok. Je vois pas plus de questions là sur la discussion. La parole est libre si si vous avez des remarques ou des choses à partager. Ouais, Anne. Ouais, j'ai juste fait une petite remarque par rapport aux 3 niveaux, enfin au niveau 1. Je trouvais, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas tout suivi, mais il me semblait intéressant de parler peut-être des projets portés par tiers investisseurs citoyens, où les bénéfices sont autres que juste financiers. Enfin, je trouve que les curseurs pourraient être un peu différents sur le niveau 1. Parce qu'il peut très bien y avoir un tiers investisseur, genre une coopérative, une asso citoyenne qui porte le projet sans qu'il y ait de risque pour la commune, avec une gouvernance partagée plus grande, une implication plus grande de la commune aussi, et des bénéfices qui sont autres que financiers, qui peuvent être voilà, pédagogiques, acceptabilité des projets, implication dans la transition, etc., etc. Donc voilà, c'était juste une remarque sur ce Effectivement. point-là. C'est vrai que ces 3 niveaux sont très synthétiques et ne reflètent pas forcément toute la diversité qui peut y avoir derrière. Mais effectivement, une autre solution pour une collectivité, c'est la mise à disposition du foncier pour un tiers investisseur qui, du coup, là, effectivement, les niveaux d'implication et de bénéfices, si c'est un tiers investisseur citoyen, permettent quand même de relever ces curseurs-là. Oui, parce que la notion porteur privé est parfois un peu Ouais. réductrice. Enfin, on oublie les Ouais, porteurs citoyens qui sont aussi du domaine entre guillemets privé, mais quand Ouais. c'est une coopérative qui porte ça, quoi. Et certains porteurs autres privés qui ne sont pas citoyens aussi peuvent avoir sont implantés sur le territoire. Donc là, c'est vrai que en termes de bénéfices territoriaux, ça peut aussi rentrer on peut aussi augmenter ce curseur-là. Mais voilà, il n'y a pas toute la diversité, il faudrait travailler à toute la déclinaison de chaque niveau. Mais effectivement, c'est important de le souligner. Merci. Je vois une autre main levée de Émilie. Bonjour. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez? Ouais. Du coup, il y a plusieurs points. Du coup, pour revenir sur les zones d'accélération, j'avais vu un webinaire d'Amorce en début d'année qui disait développer un outil pour aider les communes. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'infos à ce sujet-là. Ça avait l'air assez intéressant et assez
plus pratique pour les communes de rentrer des terrains, d'avoir des pourcentages de production. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Moi, ça me dit rien, Ça devait mais être testé, c'était fin août, ça devait être testé sur quelques communes et il devait revenir vers nous, donc je sais pas. Ça pourrait être une piste à explorer aussi. ouais, bah après, je sais qu'il y a dans l'animation qui est faite notamment via le CRMA pour autour du portail cartographique. Il y a une communauté, une sorte de forum pour les utilisateurs du portail. Peut-être qu'il y a plus d'infos là-dessus. Je suis pas allé fouiller, mais ça vaut le coup de regarder. Je me rappelle plus exactement comment s'appelle cette plateforme. Je peux le On a retrouver. reçu tous les liens, ouais. À voir. Et sinon, par rapport au niveau de participation 1, 2, 3, hier, j'ai vu un développeur qui parlait de soit prendre des parts dans une société de projet avec eux, au niveau d'une collectivité. Donc, on pourrait dire que c'est une implication de niveau 2. Soit Ouais. il proposait en fait de participer sous forme de prêt. En fait, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Je sais pas si pour vous. Sous forme de prêt. Ouais. Ça doit être du crowdfunding. Bah, peut-être. J'aurais bien aimé avoir plus d'infos là-dessus, parce que c'était quelque chose de nouveau, quoi. Alors, effectivement, ça peut ressembler à ce qu'on appelle du crowdfunding, le financement participatif, où en fait on est à un niveau d'implication en termes de ça donne pas d'accès à la gouvernance, c'est-à-dire qu'un apport de la collectivité au capital d'une société de projet va ouvrir le droit en fonction de l'apport qui est et de la part d'apport qui est amené à pouvoir participer à la gouvernance du projet. Le financement participatif qui est plutôt en phase de construction quand il y a des levées de fonds importantes à faire, ou parfois aussi en phase d'exploitation, sont effectivement des prêts qui sont ouverts à la population, aux particuliers. Mais c'est plus un placement financier de court terme plutôt qu'un réel investissement avec un accès à la prise de décision dans le projet. Ça peut être ça. Oui, je pense que c'est ça. Effectivement, il y avait un apport financier et pas d'implication dans la gouvernance. Ouais, donc ça, c'est. implication 1,5. Ouais, voilà, ça a le mérite de faire parler du projet, ça a le mérite d'avoir une partie de la valeur qui est répartie avec les particuliers, mais derrière, ça reste comment dire, des visions court terme. Donc voilà, c'est toujours mieux que rien, mais c'est bien différent du niveau 2 de co-développement, où là, il y a une réelle interaction entre les partenaires et où on est sur parfois des intérêts divergents, mais tout l'intérêt justement de ces projets-là, c'est bien de faire converger les intérêts de chaque partie. Et voilà, donc sur ces différents modèles, on y reviendra sur les prochains webinaires, plutôt retour d'expérience, donc les 4 et 5, où l'idée ce sera vraiment de prendre pour exemple différents projets qui se sont inspirés de ces différents niveaux-là, et de voir comment ils ont été menés avec toute la diversité que ça peut amener. Juste pour précision également,
Ouais, Ouais, pardon, vas-y. je prends la parole, Julien, mais en tout cas, ces niveaux d'implication concernent également des projets, on va dire, dits structurants, hein, c'est-à-dire des projets, des gros projets quand même, hein, projets au sol, projets enfin, photovoltaïques au sol, projets éoliens. Voilà, c'est-à-dire qu'après, pour les projets ombrières photovoltaïques, on est sur des portages qui vont être, voilà, hein, soit qui vont être par la commune, par des collectifs de citoyens ou par du tiers investissement suivant ce qui est proposé sur les différents territoires. Mais en effet, ces niveaux d'implication concernent quand même des projets assez importants déjà, quoi, hein. Émilie, tu as toujours ta main levée. Est-ce que tu voulais apporter une autre question Pardon, ou, pardon, non, c'est bon. Je sais Ok, pas comment. Ah, pardon, j'enlève. pas de souci. Euh, Il y a encore du temps s'il y a une autre, ouais, Madame Sauret. Oui, moi je veux bien alors, si on a un peu de temps. Oui, je voulais savoir entre les différentes interventions là, des générateurs, quelles étaient les interventions majoritaires en fait? Quelles étaient les principales demandes des collectivités? Si vous voulez bien nous faire un petit retour. À quoi est-ce que vous consacrez le plus de temps? Voilà, je laisse la main au conseiller. C'est assez disparate en fonction des départements et en fonction des contextes. Notamment, je parle entre éolien, photovoltaïque. Voilà, il y a des départements où, enfin, notamment en Ille-et-Vilaine, où il y a une dynamique sur l'éolien qui est assez différente de ce qu'on peut trouver sur les autres départements. Mais voilà, je vous laisse la main pour répondre à ces questions. Oui, je prends la main sur les Vilaine, en effet, hein, comme le disait Julien, voilà, il y a une pression assez importante, hein, sur la filière éolienne. Après, on est le département qui en a le moins et assez loin derrière les trois autres départements. Donc, il faut qu'on rattrape un petit peu notre retard aussi. Donc, il y a en effet beaucoup de projets en émergence ou en cours de développement sur le 35. Sur l'éolien. Et après, sur le photovoltaïque, il y a toujours bon, les toitures, les ombrières, où les communes s'y intéressent de plus en plus. Et aussi les petits sites au sol dont on voit émerger un intérêt croissant, hein, les petits sites au sol, on va dire entre 0,5 hectares et 3 hectares. C'est aujourd'hui des sites qui sont moins travaillés par les développeurs, puisque tous les plus grands sites ont bien été accaparés ou bien été étudiés déjà, et une pression plus importante se fait sur les sites, on va dire 1 à 3 hectares, mais où il y a moins de modèles proposés aujourd'hui. Euh, voilà, un petit peu en tout cas, sur le 35. Ouais, sur le 29, donc en effet, on a peu de projets éoliens, même s'il y en a quelques-uns en fait, sur lesquels on est sollicité, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Après, on est beaucoup sollicité quand même sur tout ce qui est parc au sol ou par ombrière. Après, tout ce qui est plutôt toiture, on rentre pas forcément toujours dans le cadre des générateurs. Mais donc on est pas mal sollicité sur du sol. Après également, il y a je passe quand même pas mal de temps sur soit des réunions d'information sur toutes les obligations réglementaires, enfin disons de présentation d'évolution réglementaire, d'obligations, ou de montage de projets assez génériques au sein des EPCI à destination des communes par exemple, ou des réponses un peu génériques sur comment monter des projets. Donc qui sont pas forcément orientés vers des projets spécifiques, mais sur la thématique en elle-même de développement de projets PV. Et pour le Morbihan, du coup, c'est pareil, nous, on n'est pas forcément sur l'accompagnement pour l'instant de projets éoliens, mais plutôt sur des projets photovoltaïques.
ombrières au sol ou en toiture, et notamment du coup sur du foncier public. Donc soit le syndicat est maître d'ouvrage, soit la commune fait un mandat de maîtrise d'ouvrage. Et on a également aussi envoyé un courrier aux EPCI du coup pour justement accompagner chaque territoire sur une méthodologie, sur les questionnements aussi avec les communes pour la définition des zones d'accélération. Est-ce que Cécile, tu voudrais dire un mot pour le 22? Je sais pas si Cécile. Bon. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Et sinon, on va pouvoir clore ce premier webinaire. Donc le prochain aura lieu le jeudi 19 octobre de 11h30 à 12h30. Il y a une petite coquille là dans les communications qu'on va régler. L'idée, c'est de faire le point sur la filière éolienne, donc à la fois sur le contexte, sur les objectifs, sur les enjeux qu'il y a au développement de cette filière éolienne terrestre. Donc là, on ne parlera pas d'éolien en mer, puisque on sort du champ d'intervention des générateurs. Donc là, l'idée, c'est de laisser aussi la parole à France Renouvelable, qui est donc ex-France Énergie Éolienne, pour apporter un regard vraiment de l'intérieur de la filière sur ce rendez-vous-là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on peut en rester là pour ce premier rendez-vous. Et donc vous aurez le support avec donc tous les contacts. S'il y a des points, des questions qui émergent, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers par département et ou directement chez moi. Et puis voilà, d'ici le 19 octobre, bonne continuation et à très vite.